Bienvenue dans Capitale 2020, BFM Paris, Le Parisien. Les élections municipales, vous le savez, c'est dans moins de 5 mois. Nous vous donnons chaque jeudi l'occasion de mieux connaître les candidats et leurs équipes. 1 heure ensemble pour décortiquer leurs propositions, mais aussi mieux connaître leur personnalité. Ce soir, notre invité, c'est Audrey Pulvar, qui sera 2e sur la liste Paris en commun pour Paris Centre. Capitale 2020, c'est parti. Bienvenue dans Capitale 2020. Audrey Pulvar, merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau de Bonsoir Paris, de BFM Paris. Merci. On est ravis de vous avoir avec nous. Merci. Nicolas Maviel également aujourd'hui qui nous accompagne, puisque cette émission, on le rappelle, est préparée avec Le Parisien. Vous êtes journaliste au Parisien. Voici brièvement, pour commencer, le sommaire de notre émission aujourd'hui. Avec vous, Audrey Pulvar, nous allons notamment décrypter l'actualité de ces derniers jours en Ile-de-France, notamment le plan du gouvernement pour une Seine-Saint-Denis plus forte, ou encore cet affichage public sauvage, publicitaire, d'une grande marque de Paris en ligne. Ce sera dans Paris News. Nous testerons aussi vos connaissances de la ville de Paris. Et oui, un petit quiz sauce maison, vous allez voir, c'est très sympa. Sur les quiz. On verra une ça. Catastrophe. Les navetteurs qui travaillent à Paris, mais qui n'y habitent pas, ou encore ces Parisiens qui quittent la capitale. Nous placerons également le logement au cœur de la problématique de notre focus ce soir. Et puis, l'interpellateur du jour que vous rencontrerez en fin d'émission, c'est Marc Muti, maire adjoint du 1er arrondissement, en charge notamment de la sécurité. Il vous questionnera ensuite donc sur les chiffres des crimes et des délits à Paris qui ont été publiés très récemment par la préfecture de police. On commence tout de suite avec l'actu de la semaine. Première question de Nicolas Maviel du Parisien, le plan du gouvernement pour un État plus fort en Seine-Saint-Denis. Absolument. Ce jeudi, le Premier ministre s'est déplacé donc en Seine-Saint-Denis pour présenter différentes mesures, avec notamment une prime de 10 000 euros pour les fonctionnaires qui iraient au bout de leur service effectif de 5 ans. Tout ça, tous les problèmes de la Seine-Saint-Denis, serait-il une question d'argent au final, plus une question de moyens sur le terrain ? Selon vous? C'est un peu des deux, de toute façon. Mais et puis tout ne se résout pas non plus avec des questions policières et de sécurité. Mais ce que j'observe, c'est que c'est une boucle qui se boucle en fait, puisque on est parti du début des années 2000 avec Monsieur Sarkozy en tant que ministre de l'Intérieur, puis ensuite en tant que président qui abandonnait des territoires entiers de la République et qui supprimait les processus et les dispositifs de police de proximité. Et puis on se rend compte maintenant que ça n'a pas produit d'effet, ou en tout cas que ça a produit des effets négatifs, et qu'il faut revenir à une police de proximité, qu'il faut revenir à une implantation des forces de sécurité et de maintien de l'ordre dans les zones dans lesquelles elles doivent intervenir, pour de meilleures relations avec la population, pour une meilleure connaissance du terrain, et évidemment valoriser financièrement pour les fonctionnaires de l'État, que ce soit dans les forces de l'ordre ou ailleurs, leur présence dans des lieux pour lesquels on ne se bat pas pour y aller, mais on devrait, parce qu'en tout cas les enseignants qui sont là-bas sont en général très dévoués. Ça me semble une nécessité également. Justement, le 93 présente certaines similitudes avec le nord-est parisien. Est-ce que ces mesures sont aussi souhaitables pour les arrondissements du 18e, 19e ou 20e à Paris? Déjà, on va parler de sécurité tout à l'heure. Ces mesures, elles sont souhaitables aussi pour Paris, puisque aujourd'hui, une grande partie de la hausse de la délinquance et de la criminalité à Paris est liée au fait que les forces de l'ordre dans Paris sont essentiellement dévolues, et c'est bien normal vu l'importance de la menace, elles sont essentiellement dévolues à des questions de lutte contre le terrorisme. Mais pendant ce temps, elles ne peuvent pas, par manque d'effectifs, par manque de moyens, peut-être par des dispositifs de déploiement pas assez efficaces, elles ne peuvent pas aussi assurer leur mission quotidienne de sécurité et d'apaisement de la vie dans les quartiers. Après, les similitudes entre la Seine-Saint-Denis et le nord de Paris, elles sont aussi géographiques. Simplement, ces territoires-là se touchent. La question dans les arrondissements que vous citez, la problématique, elle est très singulière, elle est très particulière, parce qu'évidemment, elle est liée aussi à l'arrivée dans ces quartiers, dans ces zones de Paris, d'une population migrante qui est laissée à elle-même, livrée à elle-même, qui est totalement démunie et qui est elle-même la proie des dealers et de la violence.
violence. Ce ne sont pas les migrants qui créent la violence, ce sont les conditions dans lesquelles ils sont accueillis qui créent cette violence. Pour préciser, ce plan qui a été présenté notamment par le Premier ministre aujourd'hui à la préfecture de Bobigny, il ne prend pas en compte que les problématiques de sécurité, il y a aussi des dotations qui vont être envisagées pour l'enseignement, pour les services publics de manière générale. Est-ce que voilà, ce sont l'État revient là aussi sur ces baisses de dotations. Est-ce qu'il fallait attendre aussi longtemps? Pourquoi on a attendu aussi longtemps? On a attendu aussi longtemps parce qu'on est dans une forme de cécité. Est-ce qu'il aurait fallu attendre les drames dont on a parlé de ce jeune homme qui est mort au Lila, de ce jeune lycéen, de ces drames qui ont fait encore plus alerter l'État? Malheureusement, des rixes mortelles entre bandes de jeunes, il y en a déjà eu. Il y en a déjà eu dans Paris, il y en a déjà eu évidemment à Saint-Denis. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Les questions de violence, de ségrégation de ces territoires, le sentiment d'abandon dans lequel se trouve une partie de leur population est tout à fait justifié. On a souvent parlé à propos de Saint-Denis et puis d'une partie de ce qu'on appelle les quartiers sensibles, pas seulement autour de Paris, des territoires perdus de la République. Ce ne sont pas des territoires perdus de la République, ce sont des territoires qui sont abandonnés par la République. Pour vous, il y a bon espoir? Depuis longtemps, depuis au moins le milieu des années 2000. Il y a bon espoir avec ce plan, 23 mesures, allez, ça a l'air comme ça en chiffres. Soyons optimistes. Un plan de plus, soyons optimistes. C'est dommage d'avoir balayé d'un revers de main le plan qui était proposé par Jean-Louis Borloo il y a un an et demi à peine, pour aujourd'hui revenir à ce genre de propositions. Mais elles ont l'avantage d'exister. Donc voyons ce qui va se passer. Dans l'actualité également, Audrey Pulvar, on voudrait vous parler de ce malaise au sein de la SNCF, de ces grèves d'agents, notamment du Technicentre de Châtillon dans les Hauts-de-Seine, de leur exercice de leur droit de retrait, c'est ce qu'ils revendiquent en tout cas, et de cette grosse grève également prévue au niveau national le 5 décembre prochain, des salariés qui dénoncent leurs conditions de travail. Est-ce que c'est juste de pénaliser au niveau local les voyageurs franciliens, par exemple, qui plus est en période de vacances, en période de pont de la Toussaint, de les pénaliser de tous ces moyens de transport? Alors, malheureusement, une grève qui ne gênerait personne ne servirait pas à grand-chose. Donc, le principe de la grève, c'est qu'effectivement, elle est efficace si elle provoque un minimum de désagréments. Je ne crois pas que les cheminots soient particulièrement concentrés sur l'idée de nuire à la vie quotidienne des usagers qu'ils transportent, puisque eux-mêmes vivent avec ces usagers, souvent dans les mêmes quartiers. Eux-mêmes sont usagers des transports en commun pour se rendre sur leur lieu de travail. Ils ont des familles, ils ont des entourages. Donc, c'est pas par volonté pardonnez-moi l'expression, mais c'est pas par volonté d'embêter le monde. On va rester poli. En général, quand dans une entreprise, une grande entreprise comme la SNCF, des personnels en arrivent à des mouvements de blocage aussi importants, c'est que des voies de recours, de dialogue qui ont déjà été essayées ont été épuisées. Ces grévistes ont donc raison pour vous? Je ne sais pas s'ils ont raison. D'agir de la manière en général, alors vous parlez de deux choses différentes, parce qu'il y a le droit de retrait qui a été exercé il y a une dizaine de jours pour des raisons de sécurité, et là il y a un mouvement social qui est lié à une remise en cause d'une organisation du travail, d'un nombre de jours de congés pour des personnes qui ont des salaires très bas et des conditions de travail qui ne sont absolument pas faciles. Mais en général, vous savez, c'est comme dans un couple, il est rare qu'il y en ait un qui ait 100% des torts. Donc on se met autour d'une table, on discute, on essaie de trouver une sortie de crise. Après, que la situation soit extrêmement tendue, que les cheminots et les personnels de la SNCF en général soient dans une situation de grande exaspération, c'est une réalité, mais c'est une réalité qui touche l'ensemble de la société française. Elle ne touche pas que les cheminots, elle s'exprime de façon plus visible quand il s'agit effectivement de bloquer des transports en commun, mais je crois, et ce qui risque de faire le succès de cette mobilisation de décembre, que cette exaspération, elle est partagée par de nombreux Françaises et Françaises dans différents métiers. Voyez la mobilisation dans les hôpitaux, voyez le mouvement des Gilets jaunes dont on n'entend plus parler, mais ça ne veut pas dire pour autant que les Gilets jaunes ne soient plus en colère. Il me semble, moi je ne suis pas au gouvernement, je n'ai pas l'intention d'y être, je n'ai pas ni la puissance de feu ni la responsabilité du chef de l'État, mais il me semble que entendre l'inquiétude, entendre la colère, entendre le mal-être, c'est déjà un bout du chemin. Et entendre Guillaume Pépi, le président de la SNCF, dire qu'il ne paiera pas ces jours de grève, ça vous fait quoi? Alors, très franchement, la question des jours de grève, pour moi, c'est
un phénomène dans un ensemble. C'est une des revendications. Est-ce qu'il faut payer ces jours de grève ou pas? Bon, je laisse ça à la discussion entre syndicats et direction. Mais ce que pointent ces grévistes, c'est avant tout les mauvaises conditions d'entretien du réseau, les conditions de travail dans lesquelles ils sont employés, les conditions de sécurité pour les passagers. Et il me semble que, comme tous les Français, j'ai été aussi empêchée de circuler parce que je me déplace beaucoup en train, et aussi à vélo. Je pense sincèrement que les usagers des transports franciliens qui sont gênés par ce conflit sont dans une situation compliquée, ça leur complique la vie, ça les fait arriver en retard, ça leur occasionne des frais, etc. Mais qu'ils comprennent aussi que ce mouvement est aussi là pour eux, pour assurer leur sécurité, pour assurer la pérennité d'un service public que peu de pays de notre niveau ont à ce niveau de qualité. Et ces gens se battent aussi pour leur dignité, pour leur travail. Je ne crois pas qu'on puisse le leur reprocher. Autre sujet d'actualité avec toi, Nicolas Maviel, l'usage des trottinettes électriques qui est désormais encadré par le code de la route. Exactement, les trottinettes électriques ont provoqué beaucoup de désagréments sur les trottoirs parisiens. Aujourd'hui, en théorie, la personne ou les personnes qui circulent sur les trottoirs avec ces trottinettes électriques peuvent être verbalisées à hauteur de 135 €. Est-ce que finalement la ville n'a pas agi trop tard face à ce phénomène ? Mais la ville fait ce qu'elle peut avec ce que la loi lui donne comme pouvoir et comme périmètre. Ce n'est pas la ville qui pouvait inscrire les trottinettes dans le code de la route. Justement, il y avait une difficulté pour la ville de prendre des décisions. C'était une demande. En termes de réglementation. Oui, mais il y avait une difficulté pour la ville de prendre des décisions, notamment pour pénaliser, pour donner des amendes, par exemple, quand il y a des comportements inappropriés, parce que tout simplement les trottinettes électriques ne faisaient pas partie du code de la route. Donc après, il y a des décisions qui se prennent au niveau du ministère des Transports, il y a des décisions qui se prennent au niveau du gouvernement, il y a des décisions qui échappent au périmètre de la ville. Je crois que très rapidement quand même, avec l'essor des trottinettes électriques, les désagréments qui peuvent être liés à ce mode de transport ont été très visibles. Il ne me semble pas que la ville... Accidents mortels, des blessés graves... Oui, il y a des accidents mortels, c'est très déplorable. Il y a des accidents mortels aussi à vélo, c'est très déplorable. Il y a des accidents mortels en deux roues motorisées, en voiture, etc. Donc après, même quand on est piéton, on risque sa vie parfois. Donc la responsabilité d'une municipalité, c'est de faire en sorte que l'ensemble des citoyens dans la ville soient protégés, quel que soit leur mode de transport. C'est de faire en sorte qu'il y ait une cohabitation pacifique, apaisée et intelligente entre les différents modes de déplacement. Mais pour moi-même, beaucoup utiliser tout type de mobilité dans Paris. Je pense qu'il y a aussi un gros effort à faire de la part des usagers eux-mêmes. Et est-ce que justement la police municipale peut pas, la future police municipale pourra pas intervenir davantage? Mais bien sûr, c'est un des objectifs. Aujourd'hui, nous avons des agents de la sécurité à Paris qui ne sont pas une réelle police municipale au sens où on l'entend. D'ailleurs, Paris est la seule grande ville française qui n'est pas sa police municipale. Ce sera une police municipale qui ne sera pas armée, mais qui existe déjà en partie sous d'autres appellations pour apaiser les situations, pour verbaliser les incivilités, mais aussi faire en sorte que les gens... Voilà, on a, avec ce premier mandat d'Anne Hidalgo, rendu beaucoup d'espace public aux piétons dans Paris, restitué de l'espace public aux piétons, qui était un espace public qui était utilisé essentiellement par les voitures. Donc il faut dans cet espace maintenant apprendre à ceux qui n'ont rien à y faire, c'est-à-dire les vélos, les trottinettes, les rollers, etc., à se déplacer dans leurs espaces dédiés. Pour cela, effectivement, la police municipale a un rôle important. Audrey Pulvar, vous parlez justement de l'occupation de l'espace public. On a entendu Emmanuel Grégoire hier sur l'antenne de BFM Paris, le premier adjoint à la maire de Paris, qui s'est exprimé à la suite d'une exposition un peu outrancière d'une campagne de publicité à Paris, campagne de publicité sauvage, interdite, illégale, d'une société de Paris en ligne. On écoute tout de suite le premier adjoint et on réagit après. Au-delà du code de l'environnement, revenir sur la philosophie de tout ça. Qu'est-ce qui peut passer dans la caboche d'un responsable qui fait tourner un bus à vide qui pollue dans Paris? C'est irresponsable. Les communes en général ne disposent pas d'armes suffisamment puissantes pour rendre définitivement impossible ce type d'action.
Pas d'armes suffisantes à la mairie de Paris pour lutter contre ces affichages sauvages. Il faut bien se rendre compte qu'à un moment, les pouvoirs du maire, en termes législatifs, du maire ou de la maire, sont limités. On va parler certainement de la situation des migrants, effectivement, à Porte de la Chapelle. La ville de Paris fait énormément pour ces personnes, mais dans la limite de ses moyens et de ses moyens légaux. Ça relève de la responsabilité du ministère de l'Intérieur. Là, la mairie de Paris qui ne peut que porter plainte, c'est ce qui a été fait pour le moment. Sur cette question de la publicité sauvage, alors déjà sur le fond du message, c'est quand même une campagne très agressive. Elle est très présente dans le métro, les bus, dans Paris, un peu partout. Enfin, c'est difficile d'y échapper. Bon, la marque signifie en français gagner un maximum. Les messages, c'est faites-vous de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent. Comme si c'était la valeur ultime dans la vie. Bon, chacun ses valeurs. C'est leur argumentaire marketing, on va dire. Ils ont dû payer très cher pour ça. Au moins, ne contreviennent pas à la loi. Parce que je pense qu'ils ne manquent pas d'argent, justement. Ils pourraient se contenter de campagnes publicitaires légales et autorisées. Et puis, en plus, effectivement, faire tourner des véhicules à vide, des véhicules extrêmement polluants dans Paris. Ça contrevient au code de l'environnement, c'est ça? Ça contrevient au code de l'environnement et c'est une atteinte à la santé publique. Donc je dis aux personnes qui seraient tentées de donner de l'argent à cette société en pariant avec cette société, qu'ils contribuent en faisant ça à détériorer la santé publique des Parisiens. Pour être tout à fait complet, cette régie publicitaire qui est donc accusée par la marque elle-même d'être à la source de ce message publicitaire dit qu'il y avait des gens dans le bus. Ça va encore être éclairci un peu plus tard. C'était pas des transports en commun, hein, c'était pas du transport collectif organisé. Merci Audrey Pulvar, on passe tout de suite à Paris Screen. Il y avait au moins quelqu'un qui conduisait. Il y avait quelqu'un qui conduisait, c'est sûr. Dans Paris Screen, on teste vos connaissances. Vous disiez que vous n'aimez pas les quiz. Je suis. Alors là, franchement. Et pourquoi? Allons-y, hein, si vous voulez. Oui, on va y aller. On va y aller sur les quiz. Alors avant le quiz, l'information, elle est ensevelie dans mon cerveau. Il y a trop de choses en fait dans ma tête. Donc le temps que le circuit se fasse. Bonne excuse. Ok. Avant de vous faire passer ce petit test, on va déjà un peu apprendre à plus vous connaître. Audrey Pulvar avec ce petit portrait, on le rappelle. Vous êtes née le 21 février 1972 à Fort-de-France en Martinique. Vous êtes la troisième enfant de 4, c'est ça? Non, la troisième de 3. De 3, voilà. La dernière, la petite dernière, la cadette. Vous avez une fille de 22 ans actuellement. Vos études supérieures, vous avez faites en sciences économie, puis diplômée de l'École supérieure de journalisme de Paris. Votre carrière professionnelle, on la connaît bien. Vous avez été journaliste depuis 1995 à 2017. 2017, année à laquelle vous êtes engagée ensuite en faveur de l'écologie activement, présidente de la Fondation pour la Nature et l'Homme, après la démission de Nicolas Hulot, qui a intégré le gouvernement. Vous lucidez de sa place à son départ du ministère de l'Environnement. Et ce mois-ci, vous vous lancez en tout cas officiellement en politique. Vous êtes l'une des porte-paroles du mouvement Paris en commun qui soutient Anne Hidalgo. Vous êtes également deuxième de la liste Paris en commun pour les élections municipales de 2020 dans Paris Centre, cet arrondissement qui va regrouper les 4 premiers arrondissements de Paris. Une liste conduite par le maire sortant Ariel Weil dans ce nouvel arrondissement. Et vous pourriez donc faire votre entrée au Conseil de Paris. Alors, si les électeurs le décident. Voilà, mais vous êtes en tout cas déjà maintenant dans la démarche politique que vous n'assumez pas, en tout cas que vous n'envisagez pas il y a encore quelques mois quand vous étiez sur notre plateau. On en parlera tout à l'heure. Je ne me considère toujours pas comme une femme politique. Ça viendra peut-être. Hein. Ah mais là maintenant vous êtes dedans, hein, quand même. Oui, tout à fait. Donc journaliste, écologie, politique. Vous animez également des conférences. Ce sera quoi votre prochain grand défi? Je sais notamment que vous aviez un projet de fonds de dotation pour l'Afrique. Ça va être mis de côté avec votre carrière? Non, pas du tout. J'ai tendance à vouloir tout faire en même temps, vous savez. Effectivement, j'ai créé un fonds de dotation qui s'appelle African Pattern, donc qui a son tout début. Hein. Là, on balbutie dans les démarches administratives, le recrutement, etc. Mais j'ai bien l'intention de continuer à faire, à lancer, à faire fonctionner ce fonds qui est essentiellement. Alors c'est un fonds à visée d'intérêt général. Hein. C'est un fonds de dotation. C'est comme une association. C'est pas un fonds d'investissement. C'est vraiment toujours d'intérêt général. C'est pour bien parler français, du non-profit. L'objet d'African Pattern, c'est d'élaborer avec un ensemble de scientifiques africains un nouveau modèle de développement économique et social durable, de long terme, à partir des savoir-faire africains pour
essentiellement pour le moment la zone sahélienne et peut-être au-delà. Mais ça, je souhaite vraiment le continuer. Et évidemment, si je m'investis aujourd'hui dans la campagne, dans le sillage d'Anne Hidalgo, qui n'est pas encore officiellement candidate, mais en tout cas, on attend. On l'espère, je l'espère en tout cas. C'est parce que je voudrais pouvoir agir. Effectivement, je me suis engagée au service de l'intérêt général il y a 2 ans en quittant mon métier de journaliste que j'aimais tant pour pouvoir défendre les propositions politiques de la Fondation Nicolas Hulot. Je me suis beaucoup formée, je me suis beaucoup instruite sur toutes les questions liées à l'environnement, à la biodiversité, le climat, les limites planétaires, etc. Et je voudrais maintenant pouvoir agir aux côtés d'Anne Hidalgo et de son équipe et agir aux côtés d'Ariel Veil dans le centre pour, à mon petit niveau, faire ma petite part et puis pour me dire après que voilà, au moins j'aurais essayé. Agir à Paris. Donc comment connaissez-vous Paris? À quel point vous connaissez cette capitale? Première question de notre quiz. C'est parti. On y va. Quel est je vous préviens, ça va être un désastre. On commence gentiment. Quel est le RER qui nous conduit à l'aéroport de Roissy? Le B? Oui, bien, bonne question, bonne réponse. 1 point. Il y a même un petit, tout un jeu en fait. Quel était le maire de Paris avant Bertrand Delanoë? Alors, ne regardez pas sur ma fiche. Non, je regarde pas, mais c'était Jean Tibéri a priori. Oui, c'est ça. 95 à 2001, 2 points. Combien d'habitants dans le nouvel arrondissement pour lequel vous allez défendre votre candidature municipale, le Paris-Centre, les 4 arrondissements? C'est une bonne question. J'ai déjà posé à plusieurs reprises et je n'ai toujours pas eu la réponse. Donc, bon, à quelques dizaines de milliers d'habitants près. Les gens auxquels je l'ai posé, qui regardent l'émission, doivent se dire ah zut, on a oublié de lui dire. C'est vrai. Bon, il y a des recensements quand même. 2017, c'est les derniers en date. Dites-moi. Bon, sur les 4 arrondissements, 101 230, je vais y arriver. Voilà pour les 4 arrondissements centraux. Combien de parcs, de jardins, de squares à Paris? Alors là, très franchement, je n'en ai absolument aucune idée. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'efforts de fait par la ville de Paris pour effectivement remettre en état, des parcs et jardins, pour en créer de nouveaux, pour lancer de la végétalisation dans il y en a plus, mais il y en a combien? Très honnêtement, je ne sais pas. Franchement, il y en a beaucoup parce que ça comprend les squares et les squares, il y en a partout à Paris. C'est plusieurs centaines. 490, voilà. Mais je ne vous accorde pas. J'aurais dit 600, je me serais trompée. Donc c'est plusieurs centaines, mais le chiffre exact, je ne l'ai pas. Dernière question, un petit blind test, vous aimez la musique? On peut écouter un titre en rapport avec Paris. J'ai 2 amours, c'est Paris, mon pays et Paris. Il y a plusieurs options à celle-ci. Il est 5 heures, Paris s'éveille? Non. Okay. Allez, encore quelques secondes. Oui, je connais la chanson. C'est Vanessa Paradis et M, non? Oui, c'est ça. Allez, je vous accorde le point pour les interprètes. C'est La Scène de Mathieu Chédid et Vanessa Paradis pour le film Un monstre à Paris. Ça nous fait, je crois, 3 points sur 5. Voilà la note finale de ce quiz. Vous allez me demander le nom de tous les parcs et jardins ou pas? Non, on n'aurait pas le temps. Dans l'arrondissement de Paris, dans Paris-Centre. Mais je sais que vous allez vous renseigner avec votre conscience professionnelle. Allez, on prend maintenant le temps de développer certaines thématiques qui préoccupent les Parisiens et les Parisiennes avec vous, Audrey Pulvar. C'est l'heure du Paris Focus. Et Barthélémy Bolo, journaliste politique BFM Paris, nous rejoint. On va parler logement avec toi, Barthélémy. Quelques chiffres. L'INSEE estime que Paris a perdu 60 000 habitants entre 2011 et 2017. Ce sont environ 12 000 habitants, 10-12 000 habitants qui partent chaque année de la capitale. Alors que c'était totalement l'inverse au début des années 2000. Barthélémy, qu'est-ce qui se passe au juste? Il y a plusieurs raisons qui expliquent ce désamour. D'abord, le coût de la vie à Paris en tête. Le prix des loyers, le prix de l'immobilier loué ou acheté à Paris devient de plus en plus difficile ou alors réservé à une classe de plus en plus aisée. On a pris les chiffres sur un temps un petit peu long. 2009-2019, côté immobilier, pour les notaires, c'est les chiffres les plus sûrs, plus 64,2% de hausse du prix du mètre carré en seulement 10 ans à Paris. Hausse très importante aussi du côté des loyers, plus 22,6% de hausse des loyers en moyenne en 10 ans.
Et le pouvoir d'achat, lui, n'augmente pas d'autant, donc ça devient de plus en plus difficile de louer à Paris et d'habiter à Paris. Autre raison, on parle des locations touristiques, on parle des touristes. L'INSEE le dit elle-même, c'est une des raisons pour lesquelles il y a moins d'habitants à Paris, car il y a moins de logements à Paris. On parle d'Airbnb forcément, 65 000 logements sont mis en location sur Airbnb selon la mairie de Paris, ce sont les derniers chiffres. Autre phénomène également, la hausse très importante des résidences secondaires, 119 943, ça c'était le chiffre de l'INSEE 2017, plus 30,6% de hausse depuis 2010. C'est assez énorme. Ça veut dire autant de personnes qui ne peuvent pas louer un logement toute l'année à Paris. Et enfin, troisième raison pour expliquer cet exode, là on va parler famille, car les Parisiens font moins d'enfants et plus tard, les couples parisiens, il y a une baisse en fait par rapport au reste de la France, il y a une baisse de la natalité depuis plusieurs années. La baisse elle est importante, 8% de moins depuis 2010, 30 000 naissances à peu près en 2010 et là on est à 27 300 en 2018, toujours selon l'INSEE. Et puis les Parisiens font des enfants plus tard, 33 ans,3, c'est l'âge des mères en moyenne. Et souvent, la naissance d'un enfant signale le départ d'une famille de Paris. Pourquoi ? Parce que le logement est trop cher, il n'y a plus assez de place. Il faut aller s'écarter, aller plus loin de l'autre côté du périphérique, en petite couronne ou en grande couronne. Du coup, la question qu'on se pose, nous, ici à BFM Paris, qu'on vous pose, Audrey Pulvar, est-ce que la gauche est responsable dans cet exode des Parisiens ? Ah, j'adore le Paris déserté. Aller dans les transports en commun aux heures de pointe, Paris n'est Paris, loin d'être déserté. Mais plus sérieusement, oui, il y a des gens qui quittent Paris, il y a des familles qui quittent Paris pour les raisons qui ont été exposées à l'instant. Et c'est la raison pour laquelle, depuis le début de la mandature d'Anne Hidalgo, il y a d'énormes efforts qui ont été faits. Ils avaient déjà été en partie faits par les mandatures de Bertrand Delanoë, mais il y a d'énormes efforts qui ont été faits. Le logement, c'est le premier budget de dépenses et d'investissement sur la ville de Paris. 3 milliards d'euros depuis presque 6 ans, puisqu'on arrive à la fin de la mandature. On est passé en nombre de logements sociaux de 16% à 22% de logements sociaux. Et quand on dit logements sociaux, en fait, les gens s'imagine que ça ne concerne que les classes populaires ou très populaires, alors que c'est faux. C'est un quart des Parisiens. Il n'y a pas 25% de personnes dans des situations de grand dénuement à Paris. Un quart des Parisiens sont dans des logements sociaux, puisque dans le logement social, il y a du très social, il y a du moyennement social et du social. Donc les classes moyennes sont également concernées. Et avec les mesures qui ont été mises en œuvre, ce sont 550 000 personnes qui peuvent rester vivre dans Paris, y compris évidemment des familles. Il y a énormément d'efforts qui ont été faits avec la création de places de crèche. Aujourd'hui, Paris est la première ville de France en nombre de places de crèche, enfin le ratio par rapport aux habitants, 38 000 places de crèche. C'est plusieurs milliers de places de crèche depuis cette mandature, mais surtout par rapport à 2001, quand Bertrand Delanoë arrive à la tête de la capitale, Paris en 2001, était la ville la moins équipée en places de crèche. Elle est aujourd'hui la première. Et pourtant, les chiffres de Barthélemy à l'instant, ces pertes d'habitants, ça date des années 2011 à 2017. Qu'est-ce qui s'est passé sous la mandature, notamment de la deuxième mandature de Bertrand Delanoë et le début du mandat d'Anne Hidalgo. Qu'est-ce qui s'est passé entre 2011 et 2017 ? Effectivement, les loyers ont explosé, la spéculation immobilière a continué, raison pour laquelle Anne Hidalgo a été l'une des premières maires à prôner et à mettre en œuvre l'encadrement des loyers au moment où la loi Allure de Cécile Duflot était entrée en vigueur. Il n'y avait pas beaucoup de villes qui pratiquaient l'encadrement du loyer à ce moment-là. Paris, Lille, essentiellement ces deux villes-là. Il y en a eu d'autres par la suite. En 2017, le dispositif d'encadrement des loyers a été annulé. Et entre 2017 et 2018 et depuis 2019, les loyers ont recommencé à monter. Ils commencent à freiner de nouveau depuis juillet 2019, puisqu'on a remis en place l'encadrement du loyer. C'est-à-dire les loyers ont augmenté à Paris de 50% ces 10 dernières années, sauf pendant le moment entre 2017 et 2018 précisément, autant pour moi, entre 2015 et 2017, où ils étaient bloqués.
où là, ils augmentaient de 1% chaque année. Et là, on verra si, depuis que le blocage des loyers l'encadrement des loyers a été remis en place, on verra si ça produit des effets. Alors, après, il y a un autre phénomène qui est arrivé, qui s'est greffé à ça, c'est le phénomène des locations saisonnières, c'est le phénomène Airbnb. On a entendu Julien Denormandie, le ministre de la Ville et du Logement, qui justement s'est exprimé. Il vient de signer un décret effectif. Il a été signé ce jeudi. Il sera effectif au 1er décembre prochain pour contraindre ces plateformes de location saisonnière à communiquer une fois par an la liste de toutes les personnes qui utilisent ce service. En revanche, il n'est pas pour abaisser la limite légale qui est fixée actuellement à 120 nuits par an pour ces locations. Pour lui, ce n'est pas le problème. Ça n'empêche pas de louer des logements. J'ai un peu du mal à comprendre. Ça fait échapper à la possibilité pour des Parisiens et des Parisiennes de se loger. Ça fait échapper des milliers de logements au parc locatif privé. Tout comme la question des résidences secondaires d'ailleurs, pour lesquelles nous proposons une taxation extrêmement forte, une taxation maximale pour que ces résidences secondaires... De combien? C'est quoi de 100%. De 100%. Elle est aujourd'hui de 60%. Il faut qu'elle passe à 100% pour effectivement obliger les propriétaires de résidences secondaires à Paris qui sont vides, dans une ville qui est en tension immobilière en permanente, à passer à la location. On peut les obliger on peut les taxer pour les forcer à faire ça. On ne peut pas les forcer à baisser leur loyer tout simplement? À accueillir baisser les loyers, à accueillir en tout cas, à louer leurs biens, encadrer les loyers, oui, à louer leurs biens vides. Baisser les loyers, non. Mais je voudrais revenir sur la question de Airbnb, parce que c'est quand même une plaie, et c'est un peu le même processus que pour les trottinettes électriques. Quand Airbnb arrive et s'installe, les villes sont démunies. Elles n'ont pas les outils législatifs pour faire face. Elles n'ont pas les outils légaux pour faire face. Et puis au début, bon, c'est quelque chose qui est très périphérique. On fait ça un petit peu pour arrondir ses fins de mois. C'est important pour les Parisiens. C'est un vrai complément de salaire. C'est devenu une véritable industrie. C'est l'argument de aujourd'hui, c'est devenu une véritable industrie. Et il y a des villes, Los Angeles, il ne me semble pas que Los Angeles soit une ville de gauchistes invétérés dirigée par la France insoumise. Los Angeles, c'est une grande ville capitaliste, démocrate certes, des États-Unis, dans un pays où la question de l'équité n'est pas vraiment une préoccupation permanente. Et Los Angeles a interdit totalement Airbnb. Vous serez candidate. Le sujet Airbnb est l'un des sujets principaux. C'est quoi votre... Nous sommes plutôt sur l'idée de limiter le nombre de nuitées à 60 par an. Après, certains se posaient la question de savoir si d'arrondissement à arrondissement, c'est le cas d'Ariel Veil qui a envie Ariel Veil, le maire du 4e arrondissement, qui souhaiterait consulter justement les habitants. Consulter les habitants, qu'on puisse réfléchir ensemble. C'est une possibilité également. Pour l'instant, en tout cas, pour ce qui concerne le Paris en commun, on est plutôt sur l'idée d'une limitation à 60 nuitées par an. On continue ce focus avec la thématique des transports. Alors c'est de notoriété publique. Vous êtes une ancienne amoureuse des voitures, repentie totalement. Mais les gros cylindrés. Je l'ai dit. Voilà, vous l'avez dit à de nombreuses reprises. Comment est-ce que vous avez effectué cette mue? On a l'impression que c'est un peu comme un fumeur qui arrête de fumer. Comment est-ce que vous allez pouvoir convaincre les personnes à Paris qui ne veulent pas lâcher leur voiture de le faire? Moi, c'est le Dieselgate qui m'a convaincu. D'abord, c'est les connaissances qu'on a eues de plus en plus importantes et fines de l'impact de la pollution de l'air sur la santé publique et de l'impact de la circulation automobile, non seulement sur la pollution de l'air, mais sur le phénomène de réchauffement climatique. Et puis le Dieselgate, qui a touché l'ensemble des grands constructeurs automobiles, y compris les constructeurs français, qui est ce qui est un scandale de santé publique, mais à une échelle extrêmement vaste, de données truquées par des constructeurs automobiles, y compris ceux dans lesquels on pensait pouvoir avoir la plus grande confiance. Ça a été pour moi un électrochoc. Et alors, je me déplaçais déjà en transport en commun, à vélo, etc. Mais c'est vrai, j'avais un véhicule individuel, j'aimais aller traverser la France en voiture, oui, je refais. Est-ce que c'est pas plus facile de faire ce pas, effectivement, de changer d'habitude quand c'est une voiture particulière que quand c'est une voiture, par exemple, professionnelle? Il y a des gens qui travaillent à Paris, en Ile-de-France. Oui, non, mais évidemment, il y a toujours des cas. Oui, il y a toujours des cas particuliers. C'est pas la majorité, je veux dire, la majorité des gens qui utilisent... beaucoup de professionnels. Il y en a beaucoup, mais il y a aussi beaucoup de gens qui utilisent leur voiture dans Paris, pour lesquels ce n'est pas indispensable. Je pensais que vous alliez me poser la question. Mais justement, à Paris, il y a moins de Parisiens qui utilisent leur voiture que de Franciliens. C'est davantage de Franciliens qui viennent avec leur voiture que de Parisiens. Je n'en suis pas si sûre.
très sincèrement. Beaucoup de Franciliens qui viennent à Paris travailler dans la journée viennent en transport en commun et repartent en transport en commun. Il y a des livreurs qui viennent évidemment d'Île-de-France qui viennent à Paris. Il y a des chauffeurs de taxi, des chauffeurs de VTC, des ambulanciers, des personnes qui ont des véhicules professionnels, des cas particuliers. Oui, il y en a, mais c'est pas la majorité. Et dans une ville comme Paris, qui est une ville extrêmement dense, mais qui est en même temps une ville qui bénéficie de nombreux services publics et de nombreux transports en commun. Mais il faut faire quoi, le fait d'utiliser son véhicule dans Paris intramuros est absolument n'est pas du tout indispensable, à part pour des cas très particuliers. Vous me diriez, on est dans un territoire rural où il faut faire 45 km le matin, 45 km le soir entre son domicile et son travail, il n'y a pas d'autre solution. Là, vous parliez justement de ces rames bondées de justement, il faut que l'État prenne ses responsabilités pour faire en sorte que sur l'ensemble du territoire, chaque citoyen ait le choix de différents modes de déplacement et que si après les gens prennent quand même leur voiture, c'est un choix motivé par d'autres raisons. Donc là, c'est à quoi? C'est à la région, c'est à Valérie Pécresse de... Oui, évidemment, mais c'est à la région, c'est à la RATP qui ne dépend pas de la ville de Paris et c'est aussi aux usagers, aux habitants de la ville de prendre leurs responsabilités. À Paris, vous avez Paris intramuros, vous avez des métros, vous avez un réseau de métros. Encore une fois, que le monde entier nous envie. Très franchement, quand on voyage... Qui prennent la ligne 13, est-ce qu'ils vont nous l'envier? Mais oui, mais la ligne 13, mais vous savez, en Allemagne, quand vous prenez le métro dans les grandes villes en Allemagne, c'est bondé également dans plein de grandes villes. Et s'il y a autant de monde dans le métro, c'est autant de gens en moins dans des voitures. Oui, il y a d'autres gens qui ne rentrent pas dans ces métros bondés et qui sont obligés de prendre leur voiture. Non, les gens... Vous n'êtes pas d'accord que les réseaux sont saturés oui, le réseau est saturé, mais c'est pas la responsabilité de la ville de Paris, pardon. C'est la responsabilité la responsabilité de la RATP et c'est la responsabilité de la région Île-de-France. Mais les métros sont saturés, les bus sont bondés, ils avancent pas assez vite, il y en a pas assez, etc. Ce n'est pas de la responsabilité de la maire de Paris. Néanmoins, je continue de vous dire qu'il vaut mieux que toutes ces personnes soient dans des bus et dans des métros plutôt que dans des voitures individuelles. Idéalement, évidemment. C'est quand même mieux pour leur santé. À Paris, intramuros, vous avez des tramways, vous avez un réseau de métro hors pair, vous avez un réseau de bus. Ça, c'est grâce à la RATP, c'est pas grâce à la maire. Un réseau de bus, des transports, des mobilités actives qui sont encouragés et qui sont de plus en plus sécurisés. Et quand même, l'essentiel des trajets de la vie quotidienne, emmener ses enfants à l'école, quand on est intramuros, aller travailler, etc., peuvent se faire autrement qu'en voiture. Ils peuvent se faire peut-être dans de meilleures conditions. Allez, on passe à un nouveau quiz pour vous. Est-ce que vous pensez que c'est des meilleures conditions d'être dans un habitacle d'une voiture qui est fermée, dans lequel on respire un air pollué et de participer à la mauvaise santé de la population? Évidemment que non, personne ne veut être malade et prendre les transports en commun, mais dans certaines conditions aussi, il faut qu'ils puissent être accessibles, ces transports en commun. Plus de 60% des déplacements en ville, en voiture, plus de 60% des déplacements sont des déplacements de moins de 5 km. Donc qu'on ne me raconte pas que c'est des gens qui ont impérativement besoin de leur voiture. C'est un problème d'éducation. C'est aussi un problème d'éducation. Aussi. Oui, c'est aussi un problème de changement. Allez, nouveau quiz, on disait pour vous, Audrey Pulvar, c'est notre vrai faux. Audrey Pulvar, je disais le 9 mai dernier, vous étiez sur notre plateau ici et vous nous disiez ne pas compter être présente sur une liste électorale ni entrer en politique. En tête de liste. Alors, où en êtes-vous aujourd'hui? La preuve, je suis en seconde position, enfin en deuxième position de la liste. Qu'est-ce que ça change? Centre. Ça change que je ne serai pas maire d'arrondissement. Vous ne voulez pas être maire d'arrondissement? Je ne veux pas être maire d'arrondissement justement parce que j'estime que je n'ai pas, avec toutes les occupations que j'ai, en 24 heures dans une journée, je ne pourrais pas faire les choses bien. Et si je devais être maire d'arrondissement, si les électeurs et les électrices avaient décidé de me confier la gestion d'un arrondissement, je n'aurais pas pu continuer un certain nombre d'activités particulièrement importantes dans ma vie, notamment le lancement de ce fonds de dotation African Pattern, et je n'aurais pas pu me dédier de façon complète et efficace, à mon sens, à mon rôle de maire d'arrondissement. Mais à cette position de deuxième de la liste d'Ariel Veil, vous pourriez siéger au Conseil de Paris, ce qui ferait de vous une élue de Paris. Est-ce que vous avez retourné votre veste? Non, pourquoi? Retourner ma veste en... Non, vous m'avez invité sur ce plateau. Je vous ai dit que je soutenais Anne Hidalgo, que j'aurais un rôle important dans sa campagne, que je ne serais pas tête de liste. Et la question m'a été posée, oui, mais est-ce que vous allez être sur une liste? Est-ce que... J'ai dit, ça n'est pas encore tranché. Alors justement,
Vous serez numéro 2 derrière. Vous serez numéro 2 derrière Ariel Vell dans le futur Paris Centre. Est-ce qu'il y a un rôle d'adjoint dans ce futur arrondissement qui vous tente? L'écologie, les transports? On n'a pas encore eu cette discussion. Sincèrement, la campagne, elle commence. Il faut la mettre sur les rails. Il faut faire connaître nos propositions, rencontrer les Parisiens, rencontrer les Parisiens du centre. Moi, je suis aussi porte-parole de la campagne au niveau de la ville, dans son entier. Il y a déjà beaucoup de travail. Je n'ai pas encore eu je suis pas encore en train de penser au coup d'après. Prochaine question qui concerne les podcasts. Oui, Paris en commun vient de se lancer dans les podcasts. Ces fameux nouveaux formats numériques sont-ils juste un outil de communication pour Paris en commun? C'est un outil en plus dans un dispositif voilà, non seulement de communication mais d'information des Parisiennes et des Parisiens qui sont intéressés par Paris en commun. La communication dans une campagne aujourd'hui, elle change quasiment quasiment et on s'adapte. Paris en commun s'adapte avec de nouvelles propositions, de nouveaux formats. Ça fait partie du dispositif. On pourra vous entendre? Oui, j'en ai un de prévu avec Ariel Vell. Ouais. Sur quel sujet? Vous allez voir. On va s'amuser un petit peu tous les deux. On sera l'occasion de revenir sur le plateau. On a une idée qui nous a fait sourire. Vrai ou faux que votre nom, votre popularité peut participer évidemment à faire gagner Anne Hidalgo? Écoutez, j'espère que oui. J'espère que ça ne lui portera pas préjudice en tout cas. Moi encore une fois, je m'engage pour agir. Je m'engage pas pour faire joli sur la photo. Mais j'ai eu cette discussion avec Anne Hidalgo. Je lui ai dit, tu sais, moi je suis quelqu'un de très clivante. Il y a beaucoup de gens. Heureusement pour moi, il y a beaucoup de gens qui m'aiment, mais il y en a aussi beaucoup qui me détestent et qui adorent me détester. Et donc, je lui ai dit, mais il ne faut pas que mon nom, ou l'énervement que je peux provoquer chez certains, l'irritation que je peux provoquer chez certains, soit un obstacle pour toi. Est-ce que vous avez l'impression que c'est un point commun que vous avez? Voilà. Allez, Audrey Pulvar, on passe tout de suite à notre interaction avec notre invité du jour qui nous a rejoint sur ce plateau. Alors, c'est Jean pour mes fiches. On poursuit avec vous, Marc Mutier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes venu ici pour poser quelques questions à Audrey Pulvar directement. 2-3 questions. Bonsoir, Madame Pulvar. Bonsoir. Enchanté. On ne se connaît pas. Le Figaro vient de faire paraître cette semaine les chiffres de la délinquance et des incivilités depuis le début de l'année sur Paris et sur le centre de Paris. Alors force est de constater que les chiffres sont extrêmement mauvais, a fortiori dans le centre de Paris. Alors pêle-mêle, on va pas s'abreuver de chiffres, c'est pas le but, mais par exemple le premier connaît une augmentation de plus de 40% pour les violences physiques crapuleuses. Le second voit une augmentation de 40% pour les coups et blessures volontaires. Le troisième, une augmentation de plus de 40% des vols avec violence. Et enfin le quatrième, une augmentation de plus de 70% des vols avec violence. Comment expliquez-vous ces statistiques alors que la DPSP, qui est la Direction de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de la Ville de Paris, est dotée de 3200 fonctionnaires, dont 1200 ASP, les agents de surveillance de Paris, qui ont été retirés à la préfecture de police par la loi et remis sous l'autorité de la mairie de Paris, notamment une loi qui prévoit la fusion des 4 arrondissements centraux. Mais je pense que vous n'êtes pas sans savoir, alors peut-être que nos téléspectatrices et téléspectateurs ne savent pas tous et toutes, mais vous n'êtes pas sans savoir que ces ASP et cette DPSP sont des forces qui sont censées être complémentaires des forces de l'ordre gérées par le ministère de l'Intérieur, des forces de la police nationale. Elles n'ont pas vocation à avoir des missions de police nationale, de maintien de l'ordre ou de maintien de la sécurité comme des policiers de la police nationale dépendants du ministère de l'Intérieur. Mais est-ce que ce n'est pas nécessaire? Ça, poser la question au chef de l'État, au Premier ministre et au ministre de l'Intérieur. Il y a la maire de Paris que vous soutenez qui semble avoir beaucoup de difficultés. La maire de Paris demande la possibilité d'avoir une police municipale avec toutes les prérogatives qui accompagnent le fait d'avoir une vraie police municipale, mais qui ne sera pas une police municipale armée et qui, même si elle a un périmètre élargi de ses fonctions et de ses responsabilités, ne fera jamais
jamais le travail de la police nationale. La prévention de la délinquance, l'apaisement des relations de voisinage, d'usage de la ville par les riverains, ça relève effectivement de la police municipale. Le signalement des situations les plus compliquées, l'intervention peut-être dissuasive, ça relève de la police municipale, mais la lutte contre le crime et la délinquance relève de la police nationale et donc du ministère de l'Intérieur. Je ne sais pas si vous écoutiez ce qu'on disait au début de cette émission. Il ne nous viendrait pas à l'esprit de reprocher à la police nationale de lutter contre la menace terroriste. C'est ce qu'elle fait beaucoup dans Paris. Mais comme elle est dédiée essentiellement à la lutte contre le terrorisme et puis au maintien de l'ordre dans des situations exceptionnelles, pendant quasiment un an, la mobilisation des Gilets jaunes a beaucoup sollicité les forces de l'ordre, eh bien, elle n'est plus dévolue au maintien quotidien de l'ordre pour les Parisiens et les Parisiennes. Mais ce qui se passe à Paris se passe aussi, on parlait tout à l'heure à Saint-Denis, se passe aussi à partir du moment où la police nationale et la police nationale de proximité n'est plus sur le maintien de l'ordre au quotidien et le maintien de la sécurité au quotidien, eh bien, les délinquants s'engouffrent dans la brèche. Alors, je vais quand même revenir sur la police municipale, parce que, de mon point de vue, excusez-moi, je vais faire un peu de publicité, mais c'est une forme de Canada Dry, enfin, tel que l'exprime Madame Hidalgo. Oui, non, Madame Hidalgo ne prétend pas avoir une police armée qui est on en est loin. Jusque-là, on en est loin, parce que c'était, au fait, l'objet de ma deuxième question, parce que comment expliquez-vous pourquoi cantonner ces agents de la DPSP, et notamment les ASP, à de la simple verbalisation de stationnement illicite ou de la verbalisation de terrasses de café qui dépasse un tout petit peu. On est vraiment loin de la complémentarité du continuum de sécurité entre police nationale et police municipale. Parce que ce sont des incivilités. Je pense que c'est parce que les Parisiens attendent, honnêtement. Ce sont des incivilités, des contraventions à la loi qui gênent énormément les Parisiens. La question des incivilités au quotidien, vous n'ignorez pas que c'est une préoccupation pour beaucoup de Français, pas seulement dans Paris, pas seulement les Parisiens. La question de la délinquance et de la criminalité sont des questions graves qui, encore une fois, relèvent du ministère de l'Intérieur et de la police nationale. Les incivilités au quotidien, vous parliez des trottinettes tout à l'heure, la mauvaise cohabitation entre différents riverains dans la ville, l'exagération effectivement de certaines terrasses qui débordent sur le trottoir et qui empêchent aux personnes qui ont des enfants dans des poussettes de passer, ou aux personnes âgées avec des cannes de passer, etc. C'est une préoccupation qui est très forte chez les Parisiens. Il faut donc plus de policiers nationaux pour agir sur le territoire de Paris ? Oui, il faut plus de policiers nationaux, oui, pour que Paris soit en plus en sécurité. Et nous espérons avoir une police municipale qui ait une vraie latitude et de vrais moyens pour apaiser. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour apaiser, mais quand je vous écoute, j'ai le sentiment que c'est plutôt une ressource supplémentaire pour la ville de Paris en termes de recettes, puisqu'on parle de 300 millions d'euros de procès-verbaux faits par la DPSP depuis. Ah oui, parce que c'est une mauvaise chose de dresser des procès-verbaux à des gens qui jettent des détritus par terre ou qui gardent n'importe comment ou qui prennent. Mais une police municipale ne doit pas être que ça. Une police municipale ne doit pas être que ça. Et malheureusement, la perception, le ressenti qu'ont les Parisiens de cette DPSP, composée d'ailleurs de gens qui sont des bons professionnels, mais qui ont une logique plutôt en silo, c'est une logique d'organigramme, de lourde direction, et plutôt d'avoir une logique de projet. On circonscrit les policiers municipaux de la DPSP sur des logiques plutôt de collecte de fonds pour la ville. Je pense à la verbalisation, encore une fois. Tout le monde est contre les terrasses mal placées ou la malpropreté. Mais en revanche, alors, on est loin d'aller dans le sens des reproches qui sont formulés à l'équipe d'Anne Hidalgo sur les questions de propreté, d'incivilité, de trottinettes sur les trottoirs, etc. Vous imaginez si en plus les ASP ne verbalisaient pas? Mais qu'est-ce que ce serait? Ce serait vraiment, là pour le coup, le grand désordre. Ils font leur travail, monsieur. Il ne faut pas s'arrêter au milieu du guet, je suis bien d'accord avec vous, mais pour l'instant, on est loin d'un continuum de sécurité entre police nationale et police municipale. Mais c'est le souhait de la maire de Paris que ce continuum ait lieu, et pour l'instant, elle n'a pas les moyens de le faire. C'est pas le cas. C'est pour ça qu'il faut renforcer les polices municipales de Paris. Dernière question, je voulais savoir comment vous pouvez défendre, Madame Pulvar, la disparition des commissariats d'arrondissement du 1, 2 et 4e arrondissement,
commissariats centraux qui vont être regroupés dans le 3e arrondissement, qui entretient d'ailleurs le sentiment d'insécurité des Parisiens. Je rappelle encore une fois que cette disparition des commissariats centraux est directement liée à la loi qui met en place la fusion des arrondissements du centre de Paris. Donc on perd des antennes de police de proximité, pour reprendre votre terme. Je rappelle que dans le 2e arrondissement, il n'y aura plus aucune antenne de police, et c'est le cas déjà. Dans le 1er arrondissement que je connais un petit peu, on a la principale gare RER, la principale porte d'entrée à Paris avec 800 000 voyageurs jour. À l'autre extrémité du secteur, on a le musée du Louvre avec 10 millions de touristes. Il y a une perte en ligne majeure. Et donc on perd, dans le 1er arrondissement, 3 antennes de police. Comment vous pouvez expliquer cette disparition des commissariats centraux? Comme vous l'avez dit vous-même dans votre question, c'est une loi qui décide du regroupement du 1, 2, 3, 4. La loi... c'est toujours de la faute de l'État. Elle se fait qui n'a pas été proposée aux à Parisiens. l'Assemblée nationale. Hein. Elle se vote à l'Assemblée nationale et au Sénat. En dernière lecture, dernière loi votée par le gouvernement de M. Hollande, juste en prétextant l'urgence, en février 2017, franchement les Parisiens étaient loin de ça, qui impose une fusion des 4 arrondissements centraux, alors que ce n'est pas du tout la demande des Parisiens, y compris du 2, 3 et 4e arrondissement. On se retrouve avec une fusion des arrondissements, on perd de la proximité en tant qu'élu, on perd de la proximité en tant que service public. On retrouve un et donc mécaniquement, on se retrouve avec une fusion des commissariats. On retrouve un centre de Paris réunifié et un arrondissement qui ne sera pas plus grand. Mais est-ce que mathématiquement ça se vérifie cette perte de le 10e arrondissement? Est-ce qu'il y aura moins de commissariats, moins d'officiers? Il n'y aura pas moins de commissariats ou moins d'accès. On passe de 4 à 1. Il n'y aura pas moins de commissariats ou moins d'accès pour les administrés de cet arrondissement, Paris-Centre, que par exemple pour ceux du 10e arrondissement. Il y aura. Ça ne signifie pas une baisse du nombre des effectifs policiers? Il y aura un redéploiement des effectifs, enfin, je l'espère en tout cas. Et seront tous basés dans le seul commissariat du 3e arrondissement? Dans le centre, à dédication, à destination des habitants du centre de Paris. Il y a d'autres très grands arrondissements. Vous savez, le 15e arrondissement, c'est un très grand arrondissement. Le 16e arrondissement, c'est un très grand arrondissement. C'est des arrondissements qui sont beaucoup plus peuplés que le 1, 2, 3, 4. La réorganisation, elle se fera. La proximité ne sera pas moins forte pour les habitants du centre qu'elle ne l'est pour des habitants dans d'autres arrondissements. Nous perdons plusieurs antennes de police. Je vous dis, il n'y a plus de commissariat central dans le 2e arrondissement. Dans le 4e arrondissement, on garde un état-major de la police judiciaire pour l'ensemble du secteur 1, 2, 3, 4. Je le redis encore une fois, dans le 1er arrondissement, avec 100 000 habitants, enfin 100 000 personnes qui y travaillent, on perd 3 antennes de police. On a les 10 millions de visiteurs du Louvre. On a la gare RER qui est le principal point d'entrée à Paris avec 800 000 voyageurs jour. On perd de la proximité. Le grand débat du début de l'année a bien montré... On perd de la proximité, mais Audrey Pulvar vous dit qu'on ne perd pas en effectif. On tombe d'accord ou pas? Mais c'est à discuter. Mais en revanche, c'est comme la météo. Vous voulez qu'on revienne sur la loi, ou vous voulez que le gouvernement... Sur la fusion des arrondissements, j'aimerais bien. D'ailleurs, j'aimerais bien, parce qu'on perd de la proximité. Le grand débat l'a prouvé. Les gens ont besoin d'avoir... C'est un autre débat, mais c'est lié. La fusion des arrondissements indexe la disparition des commissariats centraux. Merci Marc Mutis d'être venu sur le plateau. Je le rappelle, vous êtes maire adjoint du 1er arrondissement, en charge notamment de la sécurité. On poursuit cette émission et on la termine. Il nous reste quelques minutes. Tout de suite, Audrey Pulvar, quelques Parisiens vous posent des questions sans tabou. Très bien. Je commence avec la première question et puis les Parisiens suivront. Viande ou végane? Alors non, je ne suis pas végane, je mange peu de viande, mais je mange encore de la viande. C'est quoi, flexitarien? Je suis flexitarienne, ouais, c'est-à-dire les gens qui font ce qu'ils veulent en fait. Ok, c'est ça. Allez, deuxième question, on écoute. Alors je poursuis. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, qui s'est exprimé mardi devant le Sénat et il a rappelé sa position sur le voile lors des sorties scolaires. Pas interdit, mais souhaitable. Et vous, Audrey Pulvar, porter le voile dans la rue, souhaitable ou pas? Non, pour moi, le problème ne se pose pas en tant que souhaitable ou pas souhaitable. Moi, je suis une militante féministe qui a déjà par le passé plusieurs fois et qui redit aujourd'hui son opposition de principe au voile. Parce que je considère, et je sais qu'il y a des tas de gens qui sont prêts à me démontrer que j'ai tort, que le voile est un outil de culpabilisation des femmes et de soumission. Vous interdiriez donc l'accès à ces mamans venues voiler en sortie scolaire? Pas du tout ce que j'ai dit. Ça, c'est mon point de vue personnel sur la question du voile. Mais la liberté de croire ou de ne pas croire est garantie par notre Constitution, et c'est très bien comme ça. Le voile intégral
qui ne laisse pas voir le visage, par exemple, est déjà interdit par la loi. Le simple foulard ou le port d'un voile qui permet de voir le visage de la personne qui le porte est autorisé par la loi. Ce n'est pas mon choix personnel, mais que des femmes portent voile dans la rue ne me dérange pas plus qu'un autre signe religieux ostentatoire. C'est la fin de Capitale 2020 BFM Paris Le Parisien. On a tout de même une petite routine toutes les semaines. Notre candidat, notre invité pose une question au candidat, à l'invité suivant. La semaine prochaine, nous recevons Marcel Campion, candidat Libérons Paris. Il sera à votre place. Que souhaitez-vous lui demander? Regardez cette caméra. Il y aurait tellement à lui demander. Monsieur Campion, est-ce que vous avez la moindre idée de l'impact environnemental des politiques que vous défendez et de leur impact sur la santé publique? Merci, c'est enregistré. Merci Audrey Pulvar, deuxième de la liste, donc Paris en commun dans l'arrondissement Paris-Centre, les 4 premiers arrondissements qui sont regroupés prochainement. Merci à Marc Multy d'être venu également. Merci également à Nicolas Maviel, journaliste Le Parisien, avec qui nous avons préparé cette émission. Tout de suite, la suite de vos programmes sur BFM Paris avec Tanguy Delanlay et Bonsoir Paris. Quant à moi, je vous retrouve à ses côtés lundi dès 18h. Bonne soirée. Merci beaucoup.